Ok, donc petit programme du jour. Aujourd'hui, on va commencer par faire un récap de tous les grands thèmes. Donc parler d'énergie interne de première loi, de qu'est-ce que c'est le chaleur, le travail, les différentes transformations, les fonctions d'état, que je sais que vous adorez, parce que c'est d'une clarté incroyable dans les cours. On va passer un petit peu de temps sur la partie mathématique, parce que ça, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup de points à l'examen, et qui, quand on a la méthode, n'est pas si compliqué. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est chaleur latente, tout ce qui est changement d'état. Encore une fois, je répète, n'hésitez pas à poser vos questions, à dire un petit peu sur quoi vous voulez que j'axe plus le cours, et c'est parti. Donc, dernière chose, une fois qu'on aura fini la partie théorique, après, on va attaquer un examen, donc vraiment pur examen, et on le fera ensemble. Comme ça, on va vraiment pouvoir parler de méthodologie. Ok. Donc, au début, ça va être très conceptuel de base. Ok. Si vous voyez que vraiment c'est trop basique pour vous, marquez-le dans le chat et n'hésitez pas. Donc, on va prendre une petite boule. Ok. Ça va être notre système. C'est ce qu'on va étudier. On va mettre du gaz dedans et à l'intérieur, on va mettre un petit bonhomme. Si vous pouvez me donner un nom dans le chat pour ce petit bonhomme, ce serait vraiment super. Et ce petit bonhomme, ça va être un Super Saiyan. Ok. L'énergie interne, c'est l'énergie de son mouvement. Ok. Donc ce petit bonhomme, c'est les molécules qui sont à l'intérieur. Son énergie, donc cinétique, son mouvement, sa vitesse, son agitation, c'est l'énergie interne. C'est pour ça que l'énergie interne, elle dépend uniquement de la température, et la température, c'est le mouvement des molécules. Donc on va avoir la variation d'énergie qui est égale à une constante fois la différence de température. Maintenant, cette énergie interne, elle peut varier. Elle va varier de deux façons principales. C'est soit notre petit Saiyan ici, il va taper sur les bords, ok, et il va faire grossir la bulle. Dans ce cas-là, ce sera le travail. Le V ici, c'est le travail. Ok. Deuxième chose qu'il peut faire pour faire varier cette énergie, c'est chauffer son environnement. Et ça, ce sera la chaleur. Ok. Donc on a la différence d'énergie interne qui est égale à la chaleur plus le travail. Le travail, c'est moins la pression fois le changement de volume. Ça, basique. Besoin de le fixer, mais je pense que ça, vous le savez déjà. Maintenant, pour calculer la chaleur, on a deux formules. C'est toujours la masse fois une constante fois la différence de température, ou le nombre de moles fois une constante fois la différence de température. Comment est-ce que vous savez si vous utilisez une constante ou l'autre? Vous regardez purement en fonction des unités. Si c'est par mol, vous utilisez celle-là. Si c'est par kilo, vous utilisez celle-là. Encore une fois, je vais aller vite sur la partie théorique. Comme ça, on passe vite à la correction de l'examen, enfin, la résolution de l'examen. Mais vous n'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qui n'est pas clair. Ensuite, on a notre petit gaz, ici, qu'on va mettre dans un piston. Hop. Et on va comprimer le piston, on va chauffer le gaz, on va voir ce qui se passe. Donc, il y a quatre transformations principales à connaître. La première, c'est l'isocore. L'isocore, c'est à volume constant. Donc, si c'est à volume constant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail. C'est quoi? C'est que vous bloquez le piston et vous chauffez. Donc, au moment où vous bloquez, il va se passer quoi? La pression va augmenter. Ici, est-ce que vous arrivez à mettre dans le chat le travail? Qu'est-ce qui vaut sur cette transformation? Sur la transformation isocore, qu'est-ce qui vaut le travail? Très bien, gars. Le travail, il vaut 0. Parce qu'il n'y a pas d'énergie mécanique. Il faut comprendre que le travail, c'est ce qui va faire avancer votre voiture. Donc, si le piston, il bouge pas, votre rotor, il bouge pas, donc la voiture avance pas. Ensuite, on a l'isobar. L'isobar, c'est quoi? C'est à pression constante. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre une pression constante euh, de façon de forcer la pression constante? C'est on peut par exemple poser une masse dessus. Et comme ça, on sait que la pression, elle est fixée. Parce qu'on aura la pression qui sera la force sur la surface. Et là, si de nouveau on chauffe, qu'est-ce qui va se passer? C'est, vu que la pression peut augmenter, c'est le volume qui va augmenter. La troisième transformation, c'est l'adiabatique. Cette fois-ci, il n'y a pas de chaleur. Donc c'est quoi? C'est qu'on vient isoler thermiquement notre enceinte. Et on vient, par exemple, appliquer une force qui vient comprimer le piston. Donc adiabatique, chaleur égale à 0. Isotherme, c'est à température constante. Ok. Ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ce diagramme? C'est essayer de dessiner plein d'isothermes ici et réfléchissez en termes d'énergie. En fait, chacune de ces courbes, elle est à la même énergie. Donc ça veut dire que si vous allez dans cette direction, que vous passez d'une couche à une autre, vous augmentez en énergie interne, puisque vous augmentez en température. Du coup, entre le point A et le point B, c'est lequel qui a la plus haute température? Ouais, c'est point B, parce que du coup, vous passez d'une isotherme basse à une isotherme haute. Ok. Ensuite, on a la notion de réversibilité et d'irréversibilité. Donc, transformation réversible, c'est qui peut revenir en arrière. C'est des transformations qui sont lentes. Et d'une façon générale, c'est que la pression, elle est homogène dans le gaz. C'est-à-dire que si là, on a des petites molécules de gaz comme ça, bon, celle-là, elle est un peu différente des autres, mais on l'aime quand même.
qu'on vient presser brutalement le piston. Donc là, vous êtes le matin avec votre café, machine à café, là, vous écrasez le truc. Il va se passer quoi? C'est que à cet endroit-là, les molécules, elles vont être compressées, et cette partie-là aurait pas encore eu le temps d'être compressée. Donc ça veut dire qu'il y a une pression qui n'est pas homogène. Et si la pression n'est pas homogène, ça voudra dire que c'est irréversible. En lien, si votre pression elle n'est pas homogène, vous ne pouvez pas représenter le gaz sur ce schéma, sur ce graphique. Puisque vous ne connaissez pas la pression, puisque la pression elle est différente à différents endroits du gaz. Donc une transformation irréversible, on ne peut pas la représenter sur ce schéma. Dans ce tableau, vous avez les différentes transformations qui sont résumées. Avec l'adiabatique, pas de chaleur, l'isocore, pas de différence de volume, l'isotherme, pas de différence de température, et l'isobare, pas de différence de pression. Derrière, vous avez ce que ça implique. Et maintenant, on va s'intéresser aux différentes fonctions d'état. Okay, alors, pour définir une fonction d'état, il faut comprendre ce que ça veut dire. Fonction d'état, ça veut dire que ça définit quelque chose en fonction de l'état. Donc, moi, j'ai dû me le répéter 15 000 fois dans la tête pour comprendre que, en fait, c'était dans le titre. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous êtes à un certain état, et du coup, une fonction d'état, par exemple, l'énergie interne, ne dépend que de cette position. On s'en fiche de par où on est arrivé. On s'en fiche de la transformation. C'est l'état qui compte. C'est pas le chemin. Okay, on a plusieurs fonctions d'état. On va avoir, du coup, U qui est l'énergie interne. On va avoir S qui est l'entropie. On va avoir H qui est l'enthalpie. F qui est la fonction de Hertz-Holz. Je ne sais jamais comment prononcer son nom. Mais ça, c'est les quatre principales sur lesquelles on va avoir derrière les équations de Maxwell. Donc, je répète, pour ces quatre S et H, pour ces quatre fonctions d'état, il n'y a que l'endroit auquel on est qui compte. Donc, ça veut dire que les paramètres qui définissent ces fonctions d'état, ça va être la pression, le volume et la température uniquement. Ça ne va pas du tout dépendre du chemin qu'on prend. Donc, petite question liée à ça. Si on prend l'entropie, que je fais le cycle ici, la variation d'entropie, elle vaut quoi? Est-ce que vous arrivez à le marquer dans le chat? Yes, nickel, les gars, 0. Parce qu'on est revenu au même état. Donc, vu que c'est une fonction d'état, sa valeur, elle dépend de l'état. On n'a pas changé d'état, donc on n'a pas changé de valeur. Ok. Est-ce que vous avez une question sur la base des fonctions d'état ou de quelque chose d'autre qu'on vient de voir? Non, ça va? Merci à tous pour répondre. Mettez-moi juste un petit pouce, comme ça je sais que vous n'êtes pas en train de taper ou quoi. Puis en plus, moi j'ai l'impression de parler à des humains, c'est quand même plus sympa, quoi. Merci Alexandre pour le petit pouce. Ok, donc, passe à la suite. Maintenant, on va parler d'entropie. Alors, l'entropie, c'est un petit peu compliqué comme notion, mais en soi, ça mesure le désordre. La formule ici, ça va être celle-ci. Vous avez une variation d'entropie quand vous avez un échange de chaleur, et c'est pondéré par la température. Okay, maintenant, il y a toujours la problématique de savoir, ouais, mais c'est quoi la variation d'entropie totale, c'est quoi la variation d'entropie d'échange, c'est quoi la variation d'entropie interne. Pour ça, on a la deuxième loi. Okay, on va prendre un système. Okay, donc, notre système, ça va être une magnifique petite patate. Okay, ça, c'est notre univers. Okay, on se situe là-dedans. Et dans cet univers, on va avoir une deuxième maman patate, hop, qui va être notre système. Okay, la variation d'entropie totale, donc la variation d'entropie de notre univers, là j'ai mis une limite parce qu'il faut le représenter, mais ça peut être infini, elle va se décomposer en deux parties. La première, c'est la variation d'entropie du système qu'on est en train d'étudier. Okay, donc ça va être l'entropie interne. La deuxième, c'est l'entropie du milieu. Donc ça veut dire c'est l'entropie qui va être donnée à notre patate verte. Okay, donc la variation d'entropie totale, la variation d'entropie de l'univers, est égale à l'entropie d'échange, l'entropie qui est donnée au reste de l'univers, plus l'entropie créée, donc l'entropie interne. Maintenant, le problème, c'est que l'entropie interne, on n'a pas de formule pour le mesurer. C'est trop compliqué, il faudrait mesurer la position et l'état de chaque molécule un instant après un autre, pas possible. Donc, on va faire un truc relativement malin pour les calculs d'entropie. Faire un autre schéma. L'entropie, on a dit que c'était une variable d'état. Okay, donc ça veut dire que si je pars de là pour aller là, j'aurai une variation d'entropie entre A et B, puisque je ne suis pas au même état. Cette variation d'entropie, si c'est réversible, alors il n'y a pas d'entropie interne qui est créée. Je répète, pour une transformation réversible, donc que je peux dessiner sur mon schéma, il n'y a pas d'entropie interne qui est créée. Donc, la seule entropie créée, c'est l'entropie d'échange, qui, elle, vaut la chaleur sur la température. Maintenant, question pour vous.
est-ce que j'ai le droit de marquer directement ça? Est-ce que je peux simplement calculer la chaleur, mettre chaleur sur température et poser directement les valeurs? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou non? Non, on n'a pas le droit. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Et en vrai, il y en a deux qui participent, les autres, vas-y, lâchez-vous un petit peu. Le truc, c'est que plus vous êtes actif, plus vous allez en tirer. Si vous êtes juste là pour écouter passivement, autant lire les slides après, quoi. Alors, il y a Thibaut qui demande, est-ce que ça dépend du chemin? Ici, on est sur une variable d'état, donc ça dépend pas du chemin. Et il y a Kira qui dit, non, quand la chaleur et la température changent. Ouais, ça, c'est très bien. Ça, c'est nickel. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir passer par l'intégrale. Parce que si votre température, elle n'est pas constante, ou que la chaleur dépend de la température, vous pouvez pas simplement mettre les valeurs. Il faut passer par l'intégrale. Parce qu'à chaque endroit, on a une température qui va changer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le calcul infinitésimal et on intègre. Comme ça, la variation d'entropie de AB sera égale à l'intégrale de la chaleur sur la température. Derrière, il va falloir que vous donniez la valeur de la chaleur pour chacune des transformations. Ça, vous pouvez les recalculer ou sinon, si vous voulez, on a fait une fiche pour vous qui est là. Ici, vous avez chacune des transformations et vous regardez, OK, la chaleur est là et elle vaut cette valeur. Pour une transformation isocore, la chaleur voilà et vous pouvez directement mettre les valeurs. OK, on a été avec une petite patate. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de calculer la variation d'entropie entre A et B. Maintenant, si on vous donne une transformation qui n'est pas réversible, qui est irréversible et donc on ne peut pas modéliser sur ce graphique, le truc chouette, c'est que la variation d'entropie va rester la même. Sauf que cette variation d'entropie, c'est réversible, elle va se décomposer avec l'entropie d'échange irréversible plus l'entropie interne. Donc ça, on a dit que c'était réversible et ça, ce sera irréversible. Là, ça va être l'entropie d'échange plus l'entropie créée. Mais cette valeur qu'on vient de trouver, ça va être la même que celle-ci, enfin, du coup, quand on aura intégré. Et celle-ci, on peut la calculer aussi. Celle-ci, ça va être la chaleur sur la transformation irréversible divisée par la température. Donc dans votre exercice, vous calculez un coût pour une transformation réversible qui est totalement créée, totalement arbitraire, totalement genre, mathématique. Vous calculez l'entropie d'échange avec la chaleur réelle, la chaleur de l'expérience et la température de l'expérience. Et comme ça, vous avez ce terme, vous avez ce terme, et donc vous calculez l'entropie créée. De 0 à 10, à quel point c'est clair, ce calcul d'entropie à partir des deux transformations, réversible et irréversible. 8, 10, 7, 8. Ok, donc plutôt carré. Ça marche. Vous verrez, après, il y aura un exo où il faudra l'utiliser ça. Ok, je vais passer relativement rapidement sur la partie théorie, comme ça on va pouvoir passer à l'examen. J'ai juste besoin qu'on soit sûr qu'on sache faire une dérivée. Ok. Ça, c'est la formule magique. Ok. À chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une fonction. Par exemple, on vous dit, OK, vous avez l'énergie interne, donnez sa dérivée exacte. Donc déjà, il faut savoir c'est quoi la différence entre une dérivée exacte et inexacte. Si vous voyez un D, c'est dérivée exacte. C'est un truc que vous pouvez intégrer, dérivée exacte. Il y aura des dérivés qui seront comme ceci, comme la chaleur par exemple. Ça, c'est des dérivés inexacts, ça ne peut pas être intégré directement. Il faut passer par une autre variable. Donc, on va vous donner votre U qui dépend de plusieurs variables, et on va vous demander, OK, calculez maintenant la dérivée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer toutes les dérivées, toutes les variables qui font varier ce que vous êtes en train de dériver. Si on prend par exemple le volume d'un gaz, le volume il va dépendre de la température et de la pression, en tout cas pour un gaz parfait. Donc ce que vous allez faire, c'est que la variation de votre volume, ça va être la variation du volume par rapport à la température fois une variation de température. Okay, vous allez ajouter, ok, il y a quoi d'autre comme variable qui fait varier le volume? Il y a la pression, ok, bon, bah, je dérive la pression le volume par rapport à la pression, et je multiplie par une différence de pression mesurable. Une fois que vous avez ça, derrière, vous pouvez obtenir la dérivée par rapport à n'importe quelle variable. Donc là, je peux dériver par rapport au nombre de patates en Pologne pendant l'été, je peux dériver par rapport au temps, je peux dériver par rapport à l'entropie, si j'ai envie. Donc vous avez votre deuxième variable ici qui vient apparaître. Ok. On va juste faire maintenant la liste des... Non, la liste on a déjà fait. On va juste parler maintenant de ce qui est changement d'état, en parlant de la pression saturante, de l'humidité relative. Et ensuite, on passe à l'examen. Alors, on va prendre une enceinte, ok, avec un petit piston, hop, dans lequel il y a de la vapeur d'eau. S'il n'y a que de la vapeur d'eau, est-ce qu'on est ici ou est-ce qu'on est ici? Ouais, très bien. On est en 1. Il y a un plus gros volume, on a détendu le gaz. Donc ça veut dire que ici, on a que du gaz. Ici, on a que du liquide.
Maintenant, au moment où on va comprimer, donc on va arriver ici, un truc que je n'ai pas précisé, l'enceinte, on la fait baigner dans un liquide qui a une certaine température, de sorte à ce que l'eau à l'intérieur soit toujours à température constante. Ok. Donc ça va représenter l'isotherme. Maintenant, il faut juste qu'on étudie les différents éléments avec. Donc on va diminuer le volume, la pression augmente. Là, on arrive au palier de liquéfaction. Ça, c'est le palier de liquéfaction. C'est-à-dire que ici, on va se retrouver avec du liquide et du gaz. Et ici, on ressort, on n'a que du gaz. On a donc ici l'isotherme, ici la courbe de saturation avec cette partie qui est la courbe d'ébullition. C'est à cet endroit-là que l'eau va commencer à bouillir. Et on a à cet endroit-là la courbe de rosée où l'eau va commencer à se condenser. Donc dès qu'on passe cette courbe de rosée, on rentre dans la liquéfaction. Ici, on a les deux états et on ressort complètement liquide. La pression à laquelle ça commence à se liquéfier, ça s'appelle la pression de saturation. Ok, dernière chose, dans notre enceinte, l'humidité relative, c'est le rapport entre la pression de la vapeur d'eau et la pression saturante. En se disant que si la pression de la vapeur d'eau est égale à la pression saturante, on ne peut pas rajouter de la vapeur d'eau dans le gaz. Donc ce sera une humidité de 100%. Ok, donc je pense que ça vous voulait. Donc maintenant, on va pratiquer un petit peu. Ok, le but, c'est pas que vous soyez passif, le but, c'est que vous soyez au maximum concentré dedans. Donc, à chaque fois, je vais vous montrer la question, on regarde si vous avez une question, je vous laisse y répondre, et ensuite on corrige ensemble. Ok. Donc, ici, on vous montre, c'est marrant, même diagramme qu'on avait avant. Donc, je vous laisse 15 secondes pour poser tous ces éléments sur le diagramme. Quand c'est bon, je vous laisse mettre un pouce, comme ça je sais qu'on peut passer à la suite. Ok, car là c'est tout bon, on va peut-être attendre juste encore 10 secondes que les autres essayent de placer les éléments. Ok, alors, on a le palier de liquéfaction qui est ici. On a l'isotherme qui représente cette droite, enfin cette courbe, pardon. La pression de vapeur saturante à la température de l'isotherme. Donc la température de l'isotherme, c'est celle qui suit cette courbe-là. On vient taper à l'endroit où ça commence à condenser ou à s'évaporer. Et on a notre pression saturante. La courbe de saturation, c'est celle-ci, qui se décompose avec la partie, la courbe d'ébullition et la courbe de rosée. La région où on a du liquide et du gaz, c'est à l'intérieur. Ici, on a purement du gaz. Ici, on a purement du liquide. Le point L et le volume L au-delà duquel il n'existe plus que la phase liquide, ça va être celle-ci. On va suivre notre isotherme, tac. Ici, on n'a que du gaz, donc ça, ce sera notre VG. Là, il y a les deux. Et ici, on n'a que du liquide, donc ça, ce sera notre VL. Ok. Alors, il y a Camille qui demande quelle est la différence entre le palier de liquéfaction et la pression saturante. Le palier de liquéfaction, ça décrit au niveau de la pression et du volume cet état. La pression, c'est juste une des deux valeurs. Donc, le palier de liquéfaction, il a deux caractéristiques. Il a sa hauteur, la pression saturante, qui dépend de la température, et il a sa largeur, donc sur quel volume il y a la transition de phase qui se fait. Et ce deuxième élément, il permet de trouver le rapport des concentrations en gaz et en liquide. Ok. Deuxième question maintenant. On nous donne DU, donc la forme différentielle de l'énergie interne, qui est celle-ci. Est-ce que cette relation, elle est toujours vraie? Est-ce qu'on a toujours ça quoi qu'il se passe? Ou est-ce qu'elle est juste uniquement quand on a une transformation réversible? Je laisse mettre la réponse dans le chat. Ça, je sais si vous avez eu la bonne. Ouais, ça c'est bien, Jules. Il faut que le système il soit fermé. Ici, il parle vraiment de est-ce que c'est réversible ou non ou irréversible. Donc tout le monde dit c'est vrai quand c'est toujours réversible. Est-ce que vous pouvez argumenter? Est-ce que vous pouvez dire pourquoi? Non, compliqué. Alors, ça semble un peu abstrait, je suis d'accord. Si c'est réversible, c'est qu'on peut revenir en arrière et qu'on peut le représenter sur le schéma PV. Et du coup, il faut que, par exemple, si on a un point A et un point B ici, la variation d'énergie là soit indépendante du chemin. Si c'est indépendant du chemin, c'est réversible. Si vous prenez par exemple, vous voyez les jeux avec les hockey ici, où là, c'est une petite table, vous avez un petit palais et puis vous tenez quelque chose dans votre main et puis vous venez taper dedans et puis le palais il vient taper un peu partout. Si c'est réversible, ça veut dire que le palais il garde son énergie. Ok. S'il y a des pertes qui dépendent du chemin, donc par exemple avec des frottements, là c'est plus réversible. Donc si notre petit palais il frotte contre la table, en fait l'énergie perdue elle va dépendre du chemin qu'il prend. Puisque plus il fait un chemin long, plus il y aura de frottements,
Donc plus le travail du frottement sera grand, plus il va perdre d'énergie. Donc si c'est indépendant du chemin, c'est réversible. Maintenant, quand on vous donne le DU ici, ce que vous pouvez faire, c'est regarder chacune des variables et vous demander, est-ce que c'est des fonctions d'état? Est-ce que chacune des composantes de la variation est une fonction d'état? Et si c'est le cas, alors ce sera toujours vrai, même si c'est irréversible, puisque c'est indépendant du chemin. Donc, la température, est-ce que c'est une fonction d'état? Répondez juste oui, non, rapidement. Oui, très bien. Température, fonction d'état. Qu'on soit là ou là, on s'en fiche du chemin par lequel on est arrivé. L'important, c'est qu'on soit ici. C'est l'état qui compte, qui va nous donner la température. Est-ce que l'entropie, c'est une fonction d'état? Oui. Est-ce que la pression, c'est une fonction d'état? Ouais, très bien. La pression, c'est si on est là, la pression, elle est fixée. Elle est indépendante de par où on arrive. Et le volume, c'est la même chose. Donc, chacune des composantes de la variation d'énergie interne est une fonction d'état. Maintenant, on repose la question, est-ce que cette variation, elle est toujours vraie ou seulement pour les transformations réversibles? C'est ça qu'il y a, t'as pas besoin de mettre le point d'interrogation, c'est toujours vrai, ouais. Nickel. Donc, ce que vous pouvez marquer pour vous souvenir, c'est si on vous demande est-ce qu'une relation est toujours vraie ou toujours irréversible, vous regardez chacune des composantes. Si c'est que des fonctions d'état, c'est toujours vrai. S'il y a une fonction qui dépend du chemin, alors c'est réversible. Ok. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Une fonction qui dépend du chemin, ce serait principalement si vous avez des pertes. Si on vous dit, par exemple, dans l'énoncé, OK, on a ce système ici, et nous, l'univers qu'on va prendre, c'est quelque chose de plus gros, et on a un frottement ici sur les parois. Alors du coup, on va avoir une variation d'énergie qui sera due au déplacement, donc qui sera due au chemin. Ça répond à ta question, Lauriane? Ok. Alors, on passe à la suivante ici. On vous donne la valeur, enfin la formule de l'enthalpie. L'enthalpie, c'est la capacité d'un gaz à donner de la chaleur. Ok. Si vous allez voir EDF, bah, si vous êtes en France, vous voulez acheter du gaz, ce qui va compter pour le gaz que vous achetez, c'est l'enthalpie du gaz. C'est la capacité à fournir de l'énergie thermique. Maintenant, je vous laisse 2 minutes pour calculer la dérivée, enfin, la différentielle de l'enthalpie. Et il faut que la différentielle de l'enthalpie, elle dépende de la température, de l'entropie, de la pression et du volume. Donc je vous laisse essayer. Et dès que vous avez une solution, marquez-la dans le chat, comme ça on vérifie ensemble. Ok, alors on a Alexandre qui se lance et qui nous dit température fois différentiel de l'entropie plus volume fois différentiel de la pression. On va vérifier. C'est bien, c'est ça qu'il faut. Alors, quand on va venir calculer cette différentielle, vous appliquez la différentielle sur chacun des termes. Là, c'est la différentielle de U plus PV. Ça va donner, donc vous faites vous multipliez sur chacun des termes, différentielle de PV. Celle-là, on l'a donnée dans la question juste avant. Donc c'est TDS moins PV. Et pour ce terme, ce que vous faites ici, c'est comme si vous avez une fonction f fois g que vous dérivez. Ce sera f'g plus g'f. Okay, donc ça va donner plus volume fois différence de pression, plus pression fois différence de volume. Okay, on a donc ces deux termes qui sautent, et ça vous donne TDS plus volume fois différence de pression. Alors, Chiara, est-ce que tu as vu où était ton erreur? Ok, cool. Est-ce que vous avez une question là-dessus? C'est bon? Ok. Alors, maintenant, on va faire la même chose, mais avec la fonction f. Ici, on vous donne sa formule. Très rapidement, juste répondre dans le chat, est-ce que f, c'est une fonction d'état, oui ou non? Nickel. Si on vous demande de justifier, même chose qu'on a fait 2 questions auparavant, c'est quoi la justification? Savoir si f est une fonction d'état. Quand on s'est demandé, est-ce que la variation d'énergie interne dépendait du chemin? Est-ce que c'était réversible ou pas? Ouais, très bien, c'est bon, vous avez chopé le truc. C'est vous avez chacune des composantes qui sont fonction d'état. Donc nécessairement, celle-là est fonction d'état. Ok. Je vous laisse 2 minutes pour écrire la différentielle de la fonction f. Ok, donc on a Camille qui nous dit que c'est moins l'entropie fois le différentiel de température, moins la pression fois la différentielle de le volume. C'est très bien, super, vous avez chopé le bon truc. Super. Donc on a df, c'est la dérivée de ça, donc ça va nous donner plus petit. Hop. La différentielle d'énergie interne moins la différentielle de ce terme, ça nous donne du moins température fois différentielle d'entropie moins entropie fois différentiel de température. Et on a toujours le même du qu'avant. Hop, là. Et donc, il y a les TDS qui sautent et ça nous donne moins PdV moins S dt. Ok, maintenant, je vais vous laisser 30 secondes pour réfléchir. Si vraiment vous voyez que vous êtes dans la panade complète, vous ne savez pas par où commencer, vous nous dites, vous donne plus d'indices.
Expliquer pourquoi on peut en déduire que pour une transformation isotherme, la quantité PDV, celle-ci, est une différentielle totale exacte. Donc, différentielle totale exacte, ça veut dire que simplement, ça veut dire que vous pouvez l'intégrer. Ouais, c'est bien, Lauriane. Super, ça. Mais il te manque un truc dans ta justification. Ouais, une isotherme est continue. Tu peux avoir une isotherme irréversible, donc une isotherme qui n'est pas continue, techniquement. Alors, je pense, Jules et Lauriane, vous êtes sur la très bonne piste. C'est que ici, vous êtes sur une transformation isotherme. Donc, ça veut dire que ce terme-là va sauter. Ce terme vaut 0. Donc, vous vous retrouvez avec la différentielle de la fonction f qui vaut moins p dv. Et pour justifier que ça, c'est une différentielle totale exacte, il faut que ça, ce soit une différentielle totale exacte. Donc, le petit truc à rajouter, c'est de dire que vous avez df qui est une différentielle totale exacte, et donc que moins pdv est une différentielle totale exacte. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde? Ouais, c'est bon? Cool. Ok. Maintenant, je vais juste vous remettre la valeur de la différentielle. Donc on a df qui est égal à moins p dv moins st. Je vous mets le résultat juste avant. Maintenant, on va partir, donc G et L, c'est les points ici, G et L. On va suivre le palier de liquéfaction. Le palier de liquéfaction, je répète, c'est celui-là. Et on va se demander, ok, c'est quoi la différence de la fonction f? Je reformule la question parce que c'était peut-être pas clair. Dans un premier temps, on va calculer la différence sur ce chemin, et dans un deuxième temps, on va calculer la différence sur ce chemin-là. Donc si on fait tout le long du trajet, ça fera ça. Donc sur tout ce trajet, qu'est-ce que vaut cette valeur? Si vous commencez à prendre votre stylo et à faire des calculs, c'est qu'il y a un truc que vous avez raté. Ouais, rien à rien, ça vaut 0. Les autres, est-ce que vous pouvez justifier de pourquoi est-ce que l'intégrale cyclique de df vaut 0? Est-ce que quelqu'un peut donner la réponse de ça? Alors, on a différentes réponses que je... Alors, Alexandre, est-ce que tu veux bien développer? Parce que j'ai pas compris ton l'égalité que tu as mis. Ah, c'est que les deux pressions sont les mêmes? On a les deux pressions qui sont les mêmes. Ouais, mais si tu fais que ton calcul ici, tu vois que tu as PDV, donc là, ça va donner une certaine valeur. Et P est constante uniquement sur cette transformation. Par contre, le retour, on a la pression qui varie. Ça veut dire que sur celui-là, on a la pression qui est constante. Par contre, la température change. Et sur celle-là, on a la pression qui n'est pas constante. Par contre, la température, elle l'est. Vous cherchez trop long. Vous cherchez trop dans... Parfait, Jules. C'est ça. F, c'est une fonction d'état. Ça veut dire que si vous partez de là, que vous revenez au même endroit, vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé de valeur. Donc, tout ce que vous mettez, c'est juste. Vous pouvez passer par le calcul. C'est-à-dire que vous pourriez théoriquement intégrer sur les deux chemins, les additionner et avoir 0. Maintenant, il faut que vous ayez toujours en tête, c'est quoi vos fonctions d'état. Et si on vous demande une variation sur un cycle, bim, ça vaut 0. Et ça, je vous garantis, je suis prêt à mettre mon oreille gauche à couper que vous allez avoir une question comme ça à l'examen. Et vous mettez égal à 0, bim, c'est des points gratos. Ok. Est-ce que vous avez une question là-dessus, sur la A? Ça va? Parfait. Ok. Maintenant, cette intégrale, elle représente quoi? Quelqu'un? Ouais, très bien, c'est ça. C'est l'air sous la courbe de l'isotherme. Donc c'est ici, c'est cet air-là. Et accessoirement, très bien Thibaut, ça représente le travail. Maintenant, on va en déduire la règle de Maxwell. Alors la règle de Maxwell, ce qu'elle dit, c'est que cet air ici est égal à cet air ici. Je vais vous donner des petites indications, ok? Et après, je vous laisserai 5 minutes pour essayer de le faire. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'intégrale cyclique de f, df plutôt, est égale à 0. On dit il n'y a pas de variation de la fonction f. Basé là-dessus, ça veut dire que l'intégrale sous cette courbe est égale à l'intégrale sous cette courbe. On a que l'intégrale de g à l de df sur, on va dire, isobar est égale à l'intégrale de g à l sur l'isotherme. Sachant que nous, ce qu'on cherche à prouver, la règle de Maxwell, c'est que cet r est égal à cet r. Je vous laisse 1 minute pour essayer de creuser l'idée et de marquer dans le chat si vous avez la solution. Ok, alors du coup, on va prendre cas. Alors, ce qu'on cherche à prouver ici, c'est que cet r est égal à cet r. Ok. Nous, ce qu'on sait, c'est que l'intégrale sur tout le chemin ici, de df, c'est égal à 0. Et on sait que ds, c'est moins pdv, ce qui correspond donc à l'air sous la courbe. Ce qui fait que l'intégrale ici, donc l'air ici, correspond à l'intégrale de l'isobar. Jusque-là, ça va? Bon, ok. Maintenant, le retour, qui correspond à cet air-là, ça, c'est l'intégrale de l'isotherme, puisqu'on suit la courbe. La petite... Et on sait que la somme des deux est égale à 0.
puisqu'on a f qui est une fonction d'état. Est-ce que ça joue pour toi, Kira? Ok, je vous laisse encore 20 secondes, et après on corrige. Ok, alors c'est parti. Ici, c'est purement de la géométrie, ok, parce que les questions théoriques, ils vous les ont posées avant. C'est-à-dire que ils vous ont dit, ok, ce que je viens d'expliquer juste avant, c'est que la différence sur le cycle, elle vaut 0. Que chacune, que f, vu que c'est une isotherme, ça correspond à PDV. Donc maintenant, c'est plus que de la géométrie, et on va se dire que l'air que je vais faire dans un magnifique petit bleu, l'air ici, on va appeler ça l'air qui correspond à A. L'air à l'intérieur ici, on va l'appeler B, et celle-là, on va l'appeler C. L'intégrale de l'isobar, c'est A. C'est l'air qui est ici. Et l'intégrale de l'isotherme, c'est quoi? C'est celle-ci. Et cet air-là, c'est quoi? C'est l'air A auquel on a enlevé B, on a rajouté C. De là, on peut trouver que B est égal à C. Et donc, les deux airs sont égales. Ça joue pour vous? Cool. De 0 à 10, à quel point vous avez besoin d'une petite pause de 5-10 minutes? 0, c'est feu flamme, je suis une machine, je pourrais conquérir le monde. 10, c'est j'ai mes yeux qui sortent des orbites là. Ok. Les gens sont plutôt chauds. C'est un petit peu. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse cet exercice et après on fasse 5 minutes de pause. Et les pauses, c'est important parce que ça permet de cristalliser l'information. Donc, ici, on a l'équation de Van der Waals. Ok. Ce qu'on va vous demander dans cette question, c'est d'exprimer ce terme-là, PDV. Ok. Et ensuite, on demandera une formule qui est égale à 0. Donc, je vous laisse relire une fois l'énoncé. Vous mettez un petit pouce quand c'est bon, et après, je vous donne les indices. Ok, alors on est parti. Donc, à chaque fois, les examens, ils sont construits pour vous aider. On dirait pas, hein, mais c'est construit pour vous aider. Il y a quoi qu'on a déjà calculé précédemment qui était égal à 0? Nickel, Camille. Parfait. Donc on sait qu'on a la variation de la fonction f qui est égale à 0. Ok. On nous a dit quoi sur la fonction f et sur comment la... Ouais, on nous a dit quoi sur la fonction f précédemment, dans les questions d'avant. Je peux le remettre si vous voulez. Du coup, vous avez quoi dans les questions ici qui vous donnent une manière de calculer cette variation de f? Et ceux qui disaient qu'il n'y avait pas besoin de pause, c'est bon de le prouver là. C'est une différentielle exacte et c'est une fonction d'état. Nickel. Avoir une différentielle exacte, ça veut dire quoi? Nickel. On peut l'intégrer. Ça veut dire que notre variation f, ça peut être l'intégrale de quelque chose. Ce quelque chose, il vaut quoi? Le df, qu'est-ce qu'il va valoir? On l'a dit dans la question avant. Ouais, très bien, Lorraine. Et Camille aussi. On a l'intégrale de moins pdv, moins sdt, et on a dit qu'on était sur une isotherme, donc celui-là, il saute. Ok. Donc maintenant, le challenge, donc là, ça va être de trouver ce PDV. PDV, on va l'obtenir grâce à ça. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler la pression, et après on va multiplier par dV. Donc on a la pression qui va valoir, je vais passer ça de l'autre côté, RT sur V moins B, et après il faut que je fasse passer ce terme de l'autre côté, il va y avoir moins A au carré sur V carré. Donc là j'ai la pression, et pour obtenir PDV, je multiplie par dV. Et je multiplie tous les termes par dV. dV, dV. Ok. Est-ce que jusque-là, ça joue pour vous? Ouais? Ok, cool. Donc maintenant, je vais poser l'intégrale qu'on a développée juste avant, qui est l'intégrale cyclique, là, qui dit que l'intégrale ici est égale à l'intégrale ici. Donc, on a l'intégrale... Je vais juste le copier-coller d'avant. Hop. On a ça. On va venir remplacer les valeurs. Tac. Pourquoi c'est du a au carré? C'est du a au carré parce que je suis une chèvre. C'est pour ça que c'est du a au carré. Pardon, je fais une erreur. Merci pour le... Merci César et Trouble. Ok. Donc, on vient remplacer les termes. Ok. Ici, c'est une isobare. Ok. Donc, la pression ne varie pas. Donc, ça veut dire que pour calculer ceci, ça va être simplement la pression fois la différence de volume, donc de VL moins VG. Ok. Ensuite, pour celui-là, on va pas pouvoir l'intégrer, enfin, on va devoir utiliser ce terme ici pour l'intégrer. Donc, on va y aller terme à terme. Celui-là, la primitive de cette fonction par rapport au volume, ça va donner quoi? Ouais, très bien, ça c'est la primitive. Donc là, on va avoir du ln de v-b. Si vous voulez, vous pouvez passer par un petit changement de variable pour le faire plus simplement. Vous pouvez faire l'intégrale de, donc le rt, je le passe devant, de 1 sur x, avec x qui vaut v-b. Donc ça me donne rt de ln de x, et votre x, c'est v-b. Donc, on trouve rt fois ln de vl moins b sur vg moins b. Et la primitive de celle-ci, ça donne quoi? Parfait.
Donc ça va donner du 1 sur VL moins 1 sur VG. Ok. Maintenant que j'ai ça, je fais juste passer ce terme-là de l'autre côté pour avoir la fonction qui est égale à 0. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Est-ce que vous êtes tous KO? Oui, KO, ok. Bon, du coup, on va faire un petit récap, 5 minutes de pause, et après on reprend pour le prochain exercice. Je ne vais pas faire un récap de la théorie, vous me dites si vous avez une question. Alors, quand vous avez un diagramme de changement de phase avec plusieurs états, il y a différentes choses à savoir sur le diagramme. Il y a le palier de liquéfaction, ça c'est l'isotherme, ça c'est la courbe de saturation, avec ici courbe d'ébullition, courbe de Rosé. Et la règle de Maxwell, elle dit que ces deux aires sont égales. Quoi d'autre? Ici, on est sur une phase liquide. Ici, on est sur une phase gazeuse. Et petit détail, si votre gaz y passe ici, c'est qu'il est en supercritique. Donc, il n'y a pas de différence entre liquide et gaz. Quand on vous demande si une forme différentielle, elle dépend de la transformation, si elle dépend si c'est réversible ou irréversible, la stratégie, c'est de se dire, OK, les fonctions d'état ne dépendent pas du chemin. Donc, on s'en fiche si c'est réversible ou irréversible. Donc, vous prenez l'égalité, vous regardez si chacun des termes est fonction d'état. Si c'est le cas, alors c'est indépendant du chemin et c'est toujours vrai. Quand on vous demande de calculer une différentielle, vous mettez votre différentielle sur l'égalité, vous multipliez sur chacun des termes, et quand vous êtes sur quelque chose comme ça, c'est du même type que f fois g, vous faites f'g plus g'f. Okay. Quand on vous demande si c'est une fonction d'état, que tous les paramètres de la fonction sont fonctions d'état, alors nécessairement c'est une fonction d'état. Ensuite, pas oublier qu'à chaque fois qu'on vous dit qu'il y a une constante, quelque chose qui ne varie pas, ça veut dire que sa différentielle ne varie pas. Donc là, si on vous dit que c'est une isotherme, ce terme-là, il saute, parce que le dt vaut 0. Maintenant, chose importante et qu'on sous-évalue beaucoup trop, c'est de comprendre que les questions, on vous les pose pour une raison. Ce résultat-là, il est important. Parce que si vous avez 3 questions dessus pour obtenir ça, et certainement, vous allez le réutiliser derrière. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est sur votre feuille de brouillon, les résultats des questions finales ici, notez-les dans un coin, parce que ça va sans doute revenir. Ok, ensuite, on se rappelle que pour tout ce qui est fonction d'état, donc on a entropie, enthalpie, énergie interne, j'ai dû en oublier une, mais bon, toutes les fonctions d'état, si vous faites une intégrale cyclique, que vous revenez au même endroit, l'intégrale vaut 0, toujours. Donc ça sert à rien de commencer à faire des calculs, tout ça. Si vous savez que vous parlez d'une fonction d'état, faites une intégrale cyclique, ça vaut 0. Point. Ensuite, bon bah ça c'est le problème de géométrie. Je ne vais pas revenir dessus, mais si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Et après, on passe au calcul. Donc ici, il y a cette question obscure. Je ne sais pas ce qui se passe. La beauté de l'examen, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre pour répondre juste. C'est-à-dire que là, vous faites juste par comparaison. Vous dites, OK, j'ai une fonction obscure à sortir, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas de quoi on parle. Par contre, je sais que c'est égal à 0 et on me dit que ça dépend de PDV. Donc là, vous remontez dans votre examen, vous regardez, OK, bon, il y a quoi qui est égal à PDV? Ah ouais, il y a ça. Et en plus, on m'a dit que l'intégrale, elle vaut 0. Ça connecte, vous mettez les deux ensemble. Vous vous retrouvez à devoir calculer ça. Ce qui vous manque, c'est PDV et c'est cool parce qu'on vous a donné une formule. Donc vous pouvez isoler la pression, rajouter la différentielle du volume, vous calculez l'intégrale et vous avez votre formule finale. Après la pause, on va faire un exo sur une montgolfière. Donc ça, c'est c'est tiré d'anciens examens. Est-ce que vous avez une question ou une suggestion pour le reste du cours pour quand on revient de la pause? Si c'est tout bon pour vous, je vais juste mettre un petit pouce, comme ça je sais que vous êtes encore en vie déjà. Ok, ça marche. Bon, si tout le monde est content, si tout le monde est joyeux de faire de la thermo, on se revoit dans 5 minutes. Ça, vous avez le temps de déconnecter un coup. Et après, on repart sur l'exo de la montgolfière. À toutes! Ok, bon, on est parti. Du coup, est-ce que vous avez une question déjà vis-à-vis de quelque chose qu'on a fait pendant la première partie? Non, c'est tout bon? Tout clair? Ok. Au niveau du rythme, est-ce que vous voulez que j'aille plus vite ou moins vite? Ouais, on est bien? Ok. Alors, cet exercice, je vais aller relativement rapidement dessus parce que c'est pas. Disons que c'est un peu l'exercice cadeau qu'ils ont mis dans l'examen. Il n'est pas ultra compliqué, surtout au niveau des formules, tout ça. Donc, le problème, c'est le suivant. On a une montgolfière ici, qui est composée à 20% d'oxygène et à 80% d'azote. Et on nous demande de calculer la masse volumique de l'air. Donc ça, c'est purement formule de base. Donc si on veut la densité de l'air, on va avoir deux choses qu'on va utiliser. Ça va être PV égale à nRT, le gaz parfait. Et la densité, c'est quoi? C'est la masse sur le volume. Euh,
Ensuite, on sait que la masse, c'est quoi? C'est la masse molaire fois le nombre de moles, fois le nombre de moles, n. Et de là, on a tout ce qu'il nous faut pour conclure. On va avoir que, du coup, oui, on fait passer ce V de l'autre côté. Et comme ça, on a la masse molaire de l'air. Hop. Non, pardon. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Comment on va faire ça? Ouais, on va isoler V. Et pour finir, avoir la densité qui vaut la masse molaire de l'air fois la pression sur RT. Donc ça, vous me dites si vous avez un souci, mais c'est juste des calculs, c'est juste utiliser les deux formules de base. Tac, tac. Et ensuite, vous plotez les valeurs pour avoir la masse volumique de l'air au niveau du sol. OK. Ensuite, il vous demande d'exprimer la loi des gaz parfaits en fonction de P, en fonction de la densité des gaz, de T et d'une constante qui dépendra de la masse molaire de l'air. Pour ça, il n'y a rien de sorcier. On reprend le résultat qu'on a eu avant. La densité, ça va être... Wow, c'est joli ça, mais c'est pas ça que je veux. La masse molaire de l'air fois la pression sur RT. Ok. De là, on isole la pression. Donc ça nous donne densité sur la masse molaire de l'air fois RT. Et du coup, on veut que ça colle avec la loi des gaz parfaits. Donc PV égale à nRT. Donc on aura notre R étoile qui vaudra ce terme-là, R sur masse molaire de l'air. Là, vous voyez, c'est pour ça, enfin, je vais vite, vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais là, c'est juste utiliser la formule de base. Okay. Ensuite, on va utiliser le principe d'Archimède pour calculer la force ascensionnelle, en sachant que l'air dans le ballon est chauffé à une certaine température, et on nous demande du coup cette force. Alors, ici, on a quoi comme force qui s'applique sur notre montgolfière? Est-ce que tout le monde est mort? Non, il y a... y a quoi comme force qui s'applique sur la montgolfière ici? Force externe. Alors, on ne nous parle pas de force de frottement, mais potentiellement, il y en aurait. Si on va avoir le poids. Nickel. Et on a la force d'Archimède qui va vers le haut. C'est-à-dire que la force ascensionnelle, ce sera la différence des deux. On a notre force ascensionnelle qui sera la force d'Archimède moins le poids. La force d'Archimède, c'est ρ g v. Maintenant, il faut toujours faire gaffe à de quelle densité on parle. Et en fait, on parle de la densité de l'air autour. Donc, je vais mettre densité extérieure. Et pour le poids, c'est la masse fois g. Et la masse, c'est la masse de la nacelle. Je vais mettre peut-être masse totale. Donc c'est la masse de la nacelle plus la masse des gaz qui sont à l'intérieur. Ça va être la densité interne fois le volume. Là, on a trouvé la force ascensionnelle. Maintenant, il nous demande de l'exprimer en fonction des températures T0 et TB. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le volume par la température avec la loi des gaz parfaits. Pour ça, on va exprimer V comme nRT sur la pression. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas N, mais si on regarde dans la question d'avant, on peut remplacer le N par un terme qui est lié à ça. Donc ça va nous donner, à la fin, une formule en fonction de T et TB. Est-ce que ça, c'est bon pour vous? La note, est-ce qu'il y a une question, quelque chose? Ok, on passe à la suite. Maintenant, on va vous demander, ok, c'est quand que la montgolfière va arrêter de monter. Pour ça, c'est simplement quand votre force est égale à 0. Donc on prend la force qu'on a développée juste avant, ici, hop, on la met égale à 0. Ensuite, on vient remplacer les différentes pressions et températures par les formules qu'on a là, et ça nous donne l'équation qu'on cherche, puisqu'il nous demande de ne pas la résoudre. Alors, toujours pas de question, donc j'enchaîne. Ici, on va vous demander quelle est la relation liant la variation de pression avec la masse volumique. Okay, donc on va demander la différence de pression en fonction de ces variables et de la variation de hauteur. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre montgolfière, prendre une petite couche de gaz et venir calculer la somme des forces dessus. Vu que le gaz à l'intérieur il est stable, c'est-à-dire que toutes les forces appliquées sur cette couche de gaz vaut 0. Donc on va avoir deux forces, même trois forces en fait. Parce qu'on va avoir la force de pression venue du dessus, ce sera la pression P plus dP, et la force de pression venue d'en bas, auquel on va rajouter le poids de la couche de gaz. On a que la somme des forces est égale à 0. On se retrouve avec moins mg pour le poids, m étant la masse de la couche de gaz. On va avoir la force de pression du dessous, donc ce sera positif et ce sera la pression fois la surface.
Donc c'est la pression à la hauteur H, si vous voulez. On va dire que tac, cette hauteur, ce sera H, et cette hauteur-là, ce sera H plus DH. H plus DH. Et je multiplie cette pression par la surface. Ensuite, la force qui vient du dessus, elle est négative, puisque vers le bas, et ce sera la pression à H plus DH fois la surface. Est-ce que ça, c'est bon pour vous? Ouais. Alors, je l'ai coupé comme ça. Ça, c'est la montgolfière vue de côté. C'est un disque comme ça. Ok. Maintenant, ce qu'on voulait, c'était le dP, donc c'est la différence de pression entre les deux. Donc ce sera dans ce terme-là quand on aura simplifié les surfaces. Donc on a pH moins pH plus TH qui est égal à mg sur la surface. Ça représente la différence de pression. Maintenant, ils nous disent que la différence de pression, ils les veulent en fonction de toutes ces variables-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer la masse en fonction de ces variables. Or, la masse, elle vaut quoi? Elle vaut la densité du gaz fois son volume. Et son volume, c'est quoi? C'est la surface fois dH. Et on se retrouve en simplifiant les surfaces avec densité fois G fois dH. Ça joue pour vous? Ah, je vais charger avant de mourir. Non? Petite question? Pas de question? Tout bon? Ok. Alors, maintenant, on pourrait faire le même calcul en faisant l'intégrale des forces sur tout le ballon. Et du coup, en fait, la force, elle vient de la différence de pression entre la pression interne et la pression externe. Du coup, notre force ascensionnelle, c'est l'intégrale sur toute la surface du ballon de la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, donc de P extérieur moins P intérieur. Et après, on a le poids. Donc ça, c'est calculer la somme des forces par l'intégrale en se disant que la force de pression, elle vient de la différence de pression. Maintenant, quand on a une intégrale comme ça sur une surface, on commence par faire sauter les parties qui sont symétriques. Donc tout ce qui est radial va sauter. Et en fait, ce qui va rester, c'est les parties verticales. La raison pour ça, c'est que si on coupe un petit saucisson là dans notre montgolfière, les pressions radiales, vu que c'est à la même hauteur, elles ont la même valeur. Donc elles se compensent. Par contre, comme on a vu avant, si vous montez dans la montgolfière, la pression elle change. Donc si vous coupez un petit bout de boudin ici, la force en bas sera pas la même que la force en haut, elles ne seront pas symétriques, puisque la pression n'est pas la même. Ça joue pour vous? Ouais? Ok. Donc, on se retrouve avec cette intégrale qu'on va du coup intégrer sur les faces, enfin, sur les parties verticales, on va dire. Ok. Donc ça va nous donner, ok, c'est quoi la force qui est vers le bas, moins la force qui est vers le haut. Non, pardon, l'inverse. Enfin, c'est la force qui est vers le bas, moins la force qui est la force qui est en bas, moins la force qui est en haut. Voilà. Ça va nous donner PSO moins la densité interne, G fois la hauteur, moins la partie du bas, P0. Alors je réponds tout de suite à ta question, Chiara. GH. Alors ça, on l'intègre par rapport à la surface. C'est pour ça qu'on a le petit S qui pop ici, moins mg. Et on retrouve le même résultat qu'avant. Ça joue pour vous? Ok. Donc cet exercice n'était pas compliqué. Ok, c'est pour ça que je suis passé relativement vite dessus. Si vous avez une question ou quoi, n'hésitez pas à m'écrire ou même après à mettre dans le WhatsApp des questions ou quoi. Enfin, vraiment, moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Ok. Alors, il nous reste 10 minutes. Donc, déjà, est-ce que vous avez une question ou un thème que vous aimeriez qu'on éclaircisse? Non? C'est tout bon pour vous? Ok. Du coup, on va s'arrêter là. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message pour si vous voulez avoir plus d'examens blancs ou ce genre de choses. Et si aussi il y a une question dans la correction de l'examen qui n'est pas claire, ça je peux y répondre. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement.